Ok, l'enregistrement est parti. Donc, bonjour à toutes et tous. Donc, aujourd'hui, on va parler des unités de méthanisation. Donc, j'ai demandé à mes services de DDT de nous appuyer sur cet éclairage, sur ce type d'ouvrage. Et c'est Anne-Charlotte Lecomte-Conrad qui a accepté de monter cette petite formation et je vais lui passer la parole tout à l'heure pour qu'elle se présente, ainsi que Hugo Kesch qui va également se présenter et qui a préparé une petite présentation, un petit diaporama. Donc, dans un premier temps, on aura cette présentation, puis comme d'habitude, il y aura des questions euh, pour les participants qui pourraient être posées aux intervenants. Voilà, moi je propose qu'on essaie de circonscrire tout ça dans une heure maximum. Donc une présentation, je dirais, d'une vingtaine de minutes, puis des questions, et puis voilà, ce sera déjà bien. Donc je vais passer la parole peut-être à Anne-Charlotte pour que vous vous présentiez, et puis ensuite à Hugo, et on pourra commencer la présentation. Oui, bonjour. Donc, Et déjà, pardon, j'ai oublié oui. de vous remercier vraiment pour cette participation. Et c'est vraiment super que vous puissiez prendre les choses en main et nous expliquer un petit peu tout ça. Merci beaucoup. De rien. Donc, Anne-Charlotte Lecomte, donc je travaille au service économie agricole à la DDT de la Mayenne et je suis responsable de l'unité transition climatique et soutien à l'agriculture. Donc, dans ce cadre-là, je suis en fait la porte d'entrée pour les projets méthanisation sur le département de la Mayenne, puisque en fait, on a plein de réglementations, différents services qui se superposent. Donc, on avait souhaité en Mayenne faire une porte d'entrée, un guichet unique en fait, où le porteur de projet vient me rencontrer. Nous avons fait un petit, alors je vais vous le montrer à la caméra si vous le voyez, un petit mémento du porteur de projet qu'on est susceptible de distribuer et qui répertorie notamment tous les contacts en Mayenne pour mener à bien le projet. Donc, ce qui nous permet d'aider en amont les exploitants. Et du coup, je rajouterai certainement la participation de l'architecte Conseil d'État, puisque nous ne connaissions, enfin moi je ne connaissais pas, je suis arrivée récemment, et c'est vrai ça peut être intéressant de voir justement les projets plus en amont. Donc, alors étant relativement nouvelle et peu de temps à consacrer au sujet méthanisation, je ne suis pas au dernier point en tout cas. Donc je remercie Hugo de l'association Elle qui a accepté de faire une présentation et de pouvoir aussi en binôme tous les deux répondre aux éventuelles questions qui pourraient se poser. Voilà, je laisse la parole à Hugo. Merci beaucoup. Alors, Hugo, votre micro est désactivé. Ça commence mal. Là, vous m'entendez mieux, j'imagine. Alors, je vais vous partager ma présentation et comme ça, je vais en profiter après pour me présenter. Donc, effectivement, alors, hop. Est-ce que vous avez accès à ma présentation? Oui, je vois Anne-Charlotte acquiescer. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, on n'est pas très nombreux, donc voilà, n'hésitez pas à me poser des questions directement, m'interrompre si besoin, si je suis pas clair dans ma présentation. Donc, ce qu'on a prévu, c'est voilà, 15 minutes, 20 minutes, voilà, que vous ayez une idée globale du process de la méthanisation et qu'après, bah, voilà, on ait un échange du temps qu'il faudra pour voilà, être au plus proche de vos besoins, répondre à vos questions si nécessaire. Donc, juste peut-être un point sur qui sommes-nous, effectivement, et qui suis-je également, et pour que vous ayez une idée de notre domaine de compétences. Donc, elle, ça veut dire Association Initiative Locale Énergie et Environnement. On est créé en 95 par le réseau, voilà, un réseau d'agriculteurs qui s'appelle enfin, CUMA. Concrètement, les CUMA, c'est des agriculteurs qui se mettent ensemble pour acheter du matériel et qui le mutualisent via des coopératives appelées des CUMA.
On est basé à Passé. Alors, je dis on, c'est pas mon cas. On est deux expatriés. Je vous parle actuellement de Nantes. Et on est actif sur les régions Bretagne et Pays de la Loire uniquement. Notre domaine d'activité, donc je vous passe les autres domaines, mais pour la méthanisation, donc moi je suis à 100% sur la méthanisation, en l'occurrence en Pays de la Loire. Nos activités, elles sont principalement sur de la recherche et du développement. C'est-à-dire qu'on travaille avec des labos de recherche, l'INRAE, Arvalis, si vous les connaissez, sur des thématiques qui n'ont rien à voir avec le tuyau. Tout ce qui ne concerne pas vraiment le process en lui-même de méthanisation. C'est-à-dire qu'on va travailler sur les intrants, on va travailler sur la biologie, comment fonctionnent un peu les micro-organismes dans le digesteur, on va travailler sur le retour au sol de la matière organique, et voilà, les différentes externalités qu'il peut y avoir, les odeurs, les fuites de méthane par exemple, mais on n'est absolument pas compétent sur, je sais pas, optimiser un tuyau, une vanne trois voies ou autre chose. Ça, c'est pas du tout notre cœur de métier. Et je serais peu à même de vous en parler avec vraiment beaucoup de détails. Euh, Là où on est aussi compétent, c'est on accompagne vraiment l'ensemble de la filière Pays de la Loire via des subventions de l'Agence de la transition énergétique, l'ADEME, des exploitations en Pays de la Loire et en Bretagne sur toute la phase projet en tant que un petit peu conseil gratuit car du coup financé par des subventions publiques sur bah, voilà, comment, c'est quoi les critères importants à prendre en compte, les différentes étapes et aussi de la mise en relation. Et on intervient également dans le cours de la phase fonctionnement, donc sur différentes formations, notamment sur des sujets réglementaires, voilà, le respect de la réglementation, notamment des installations classées pour l'environnement. Et on intervient aussi auprès de voilà, une association des agriculteurs méthaniseurs de France qui s'est structurée, qui correspond à peu près à un méthaniseur sur deux en France. Et voilà, on a des travaux, on anime des groupes, etc. Dans ces points-là. Voilà pour ces questions. Pour ma part, ça fait 3 ans que je travaille à l'association L et je fais un an à l'INRAE avant et je suis ingénieur agronome de formation. Alors, je vous propose donc de balayer un petit peu voilà, ce que c'est le process de méta en lui-même en voilà, un petit quart d'heure rapidement. Et après, bah, voilà, libre cours aux questions. Et encore une fois, n'hésitez pas à m'interrompre. Je pense que vous avez toutes et tous accès à votre micro. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre si nécessaire. Alors, déjà, alors, je ne sais pas si vous voyez ma souris. Est-ce que vous voyez ma souris? Si je le montre? Non, vous ne la voyez pas. Bon. Alors, la méthanisation, c'est un abus de langage dans le sens où on devrait parler des méthanisations compte tenu un petit peu de leur diversité. Alors, on peut parler effectivement de méthanisation déjà agricole, c'est plus la partie de gauche, à gauche de votre écran, de la partie industrielle qui est la partie de droite qui est voilà, un peu plus minoritaire, on y reviendra. On considère donc des méthanisations à la ferme ou en collectif agricole. À la ferme, c'est vraiment une exploitation agricole qui va développer sa propre unité de méthanisation pour valoriser principalement les déchets qu'elle produit sur son exploitation. Et ça va être vraiment adjacent à une exploitation agricole. Là où en collectif agricole, même principe, mais du coup c'est transparent, où plusieurs agriculteurs se mettent entre eux, donc de deux, et en Mayenne, il y a une exploitation, ils sont 125 ou 130, et qui se mettent ensemble pour valoriser leurs déchets. Et là, ça s'accompagne vraiment d'un site dédié qui n'est pas nécessairement adjacent à une exploitation agricole. On peut faire le parallèle aussi avec une méthanisation dite centralisée, multi-acteurs, territoriale, qu'importe comment vous l'appelez, mais voilà, c'est une méthanisation de territoire qui est généralement de taille importante parce qu'il y a beaucoup d'acteurs, donc beaucoup de déchets impliqués. Il peut y avoir des agriculteurs, une collectivité, un industriel, une coopérative, bref, vous pouvez imaginer toute la diversité d'acteurs que vous pouvez. Ah, du coup, donc ça, c'est voilà, ça correspond à 80% des unités de méthanisation en France, à peu près cette typologie-là. Ça dépend des régions. Par exemple, en Bretagne, c'est 90% d'unités de méthanisation à la ferme. En Pays de la Loire, on est autour de 70% qui sont dans ces trois catégories-là, par exemple. Et au niveau national, ouais, c'est 80%. Et du coup, là, je ne vais pas en parler longtemps, mais à ne pas confondre avec des unités de méthanisation, effectivement, comme celle de droite, où c'est vraiment dans le milieu industriel. Donc, les STEP, stations d'épuration, c'est concrètement nos eaux usées qui peuvent être méthanisées. Moi, j'habite Nantes. La station d'épuration de Nantes est équipée d'unités de méthanisation. Donc, c'est pareil, c'est sur la station d'épuration a été équipée après derrière. Industriel et agroalimentaire, je ne parle pas longtemps non plus, c'est identique qu'à la ferme, sauf qu'au lieu d'être une exploitation agricole, c'est une euh, industrie agroalimentaire qui a développé sur son site pour valoriser ses déchets une unité de méthanisation et un stockage de déchets non dangereux. On appelle ça des CET, des centres d'enfouissement technique. Concrètement, c'est là où on fait un joli trou et on enterre nos déchets.
Alors, si c'est clair sur la différente typologie, je vous propose de balayer le process rapidement. Donc, déjà, une unité de méthanisation, il y a des choses qui rentrent dedans et dans le langage méta, on appelle ça des intrants. Dans ces intrants, vous avez la liste exhaustive de l'ensemble de ces familles sur la gauche de votre écran. Euh, Concrètement, on ne va pas revenir sur chacune, sauf si vous le souhaitez après dans la phase de questions. Retenez deux choses. Matière organique rapidement fermentescible. Alors, matière organique, c'est important de le rappeler, mais on va méthaniser, c'est-à-dire transformer de la matière organique en biogaz, donc en énergie, enfin, en partie, uniquement de la matière organique, c'est-à-dire tout ce qui est issu du vivant. Donc, le verre, le plastique, un caillou, tout ce que vous voulez, tout ça, évidemment, ne peut pas être méthanisé. Rapidement fermentescible, concrètement, ça veut dire tout ce qui ne s'approche pas de près ou de loin du bois peut être méthanisé. Voilà, si on peut vulgariser de cette manière. C'est-à-dire que si vous sentez la matière organique issue du vivant que c'est du bois, donc un tronc d'arbre, des tailles de haies ou je ne sais quoi, quelle que soit sa forme, s'il est fragmenté ou s'il est entier, peu importe, tout ça, ça ne va pas rentrer dans une unité de méthanisation, ça va plutôt être orienté vers des filières de compostage, par exemple. Tout le reste peut être rentré dans une unité de méthanisation. Vous avez les catégories à votre gauche. Je le passe rapidement, mais voilà, évidemment, ces intrants, ils ont une capacité de production énergétique qui diffère selon leur nature et voilà, différents critères qualitatifs. Retenez que, évidemment, plus il y a d'eau dans un intrant, plus ça va être quelque chose qui peut produire d'énergie. Alors, je ne le détaille pas plus que ça. Encore une fois, l'idée, c'est de poser une vision globale du process. Euh, Il y a deux types d'intrants, on peut les scinder un peu comme ça, des intrants liquides et des intrants solides. Des intrants liquides, c'est par exemple les lisiers, donc les déjections animales issues des animaux d'élevage. Et donc, les intrants solides, ça peut par exemple être les fumiers, donc aussi des déjections animales issues des animaux d'élevage. La différence peut-être entre un fumier et un lisier, c'est peut-être pas clair pour tous. Concrètement, c'est exactement la même chose, sauf que un fumier est un lisier avec de la paille. Donc, au niveau du process, donc, il va y avoir donc, tous les intrants solides vont être mis dans une trémie, donc c'est ce qui est à gauche de votre écran, qui est plus ou moins gros, c'est adapté au process, et qui va être alimenté en continu. C'est-à-dire qu'on la charge généralement, enfin, les exploitants la chargent, allez, une fois par jour, deux fois par jour max, et une fois tous les 2 jours pour vraiment les grosses trémies. Et après, ça va être alimenté en continu dans le digesteur, c'est-à-dire que toutes les 10 minutes, enfin, peu importe, à une fréquence, mais ça va être automatiquement un petit peu intégré dans le digesteur. Donc, vraiment l'organe qui va produire le biogaz. Et donc, les intrants liquides, eux aussi, qui vont voilà, être intégrés dans le processus, qui généralement sont intégrés par un système de pompe directement après dans le process. À noter que les intrants liquides, alors, encore une fois, pour vulgariser, ça va pas être eux qui vont être, parce que intrant liquide veut dire beaucoup d'eau, je vous le disais, l'eau va pas produire du biogaz. On peut raisonner un petit peu de cette manière en disant que les intrants liquides vont servir pour le process, on va le voir après parce que c'est agité, c'est chauffé, donc il faut que ça soit liquide, voilà, il faut que ça puisse tourner à l'intérieur. Et les intrants solides, justement, eux, vont servir à produire du gaz. Encore une fois, si je ne suis pas clair, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc ça, c'est pour l'entrée. Donc je vous le disais, après à l'intérieur, donc unité de méthanisation, donc ça va être brassé et ça va être chauffé. Et la matière, on va dire, va transiter à la louche entre 50 et 120 jours avec une moyenne de 70-80 jours environ. Alors, donc, je vous le disais, donc c'est alimenté en continu, ça veut dire aussi que ça sort en continu de l'autre côté. Euh, la matière organique qui n'a pas servi à produire du biogaz, c'est en fait, ça sort par trop plein, tout simplement. Alors, je vous le disais, à l'intérieur de l'unité de méthanisation, c'est chauffé, donc c'est les petits serpentins que vous voyez à droite. Alors, soit ils sont directement intégrés dans les fosses, soit ils sont un petit peu à l'extérieur, comme on le voit là. Là, c'est des photos qu'on a prises en phase chantier, par exemple. À noter que cette chaleur, elle est autoconsommée par l'énergie qui est produite. Ce n'est pas de l'énergie qui est prélevée. On prélèvera, on verra les valorisations énergétiques juste après, on prélèvera une partie de l'énergie qui sert à chauffer justement ces digesteurs et à le maintenir à une température en vision 40 degrés environ.
Et donc, ces brassés, voilà, c'est pour aussi mettre en contact les micro-organismes qui vont du coup être à l'origine de la dégradation de la matière organique en énergie et donc la matière. Voilà, pour optimiser au maximum tout ça. Effectivement, je me perçois que je ne vous l'ai pas dit, si on appelle ça une unité de méthanisation, c'est que ça vient de bactéries méthanogènes qui sont responsables de la méthanogénèse, donc la genèse du méthane. Et concrètement, c'est des bactéries qui sont naturellement présentes dans le système digestif des bovins, notamment des vaches. Et concrètement, on n'a rien inventé dans la méthanisation, on a juste processé quelque chose de naturel. Il n'y a pas d'intrant, c'est pas un truc qui vient de foutre de par l'important, c'est un procédé qui est complètement naturel, qu'on a industrialisé. Et en fait, en brassant et en chauffant, on reproduit un petit peu la panse d'une vache, entre guillemets, pour que justement ces bactéries soient à l'optimum de leur fonctionnement. Donc, il va y avoir deux produits, du biogaz et du digestat. Donc, le biogaz, donc, c'est l'énergie et le digestat, c'est la matière organique non dégradée qui va sortir du process à l'issue des 50-70 jours environ. Donc, le biogaz, donc, je vous ai mis un petit schéma. Effectivement, quand on voit le dôme, ça tient pas parce qu'il y a du gaz en dessous. C'est vraiment une protection physique, un toit, entre guillemets. Et il y a en dessous une autre vache qui monte et qui descend et qu'on voit pas évidemment de l'extérieur en fonction de la présence de gaz. À noter que le biogaz, c'est du CO2 et du CH4 dans des proportions à peu près voilà, entre 50 et 70% de CH4, donc de méthane, qui va produire de l'énergie, et 30 à 50% de CO2 derrière. Il n'y a quasiment rien d'autre. Et ça, quels que soient vraiment les intrants qui vont arriver dans l'unité de méthanisation, c'est vraiment lié à la flore méthanogène et pas lié aux intrants qui arrivent. Donc, après ce biogaz, il va être donc valorisé en énergie. Alors, deux vraiment sémantiques méthanisation importantes à maîtriser, soit la cogénération, soit l'injection. On a une troisième chaudière, mais j'ai décidé de ne pas en parler ici. Donc, la cogénération, c'est la production d'électricité. L'injection, c'est la production de biométhane. Alors là, important aussi. Donc, concrètement, en cogénération, donc on fait passer du biogaz dans un moteur thermique très classique. Hein. Concrètement, c'est des moteurs de camions, par exemple. Enfin, c'est les mêmes constructeurs que les camions. Donc, il y a MAN, il y a Yann Barrer, etc., que vous connaissez peut-être. Et en fait, au lieu d'être alimenté par du fuel, c'est alimenté par du biogaz. Et au lieu de fournir un travail qui fait avancer des roues, ça fait tourner un interlateur qui fait de l'électricité. Rien de bien compliqué. Et après, l'électricité, il est injecté sur des réseaux et il arrive chez vous à l'instar d'une centrale nucléaire, d'une éolienne ou d'un panneau photovoltaïque. À l'inverse du coup de l'injection, qui, elle, va, en gros, ça passe dans une grosse passoire, si vous voulez, qu'on appelle un épurateur. Et cette petite passoire, du coup, plutôt, va garder que les molécules de méthane et rejeter le reste. Et après, ces molécules de méthane vont être intégrées dans les réseaux de transport et de distribution, donc GRDF, GRT gaz, et après, ils se mélangent au gaz naturel d'origine fossile, donc qui est aussi du méthane. Et après, bah, voilà, c'est tous les usages que vous connaissez chez vous quand vous allumez votre gazinière, votre chauffe-eau ou pour l'industrie, etc. Donc ça, c'est vraiment les deux valorisations qui existent principalement. Je reviendrai après sur la proportion. Et donc, dernier point pour finir le process, je vous ai dit, donc, il y a deux produits, le digestat, donc la matière organique résiduellement dégradée, et le, le biogaz. Le digestat, après, il est épandu dans les champs de manière très classique pour fertiliser et amender les cultures. Alors, fertiliser et amender, je me rends compte, c'est peut-être pas des concepts que vous maîtrisez. Retenez que fertiliser, c'est pour nourrir les cultures, amender, c'est pour nourrir le sol. Bon, voilà, je n'en dis pas plus. Mais voilà, retenez que ça va être amené au champ en tant qu'engrais. On peut raisonner un petit peu comme ça. Euh, voilà. Donc voilà pour le process. Encore une fois, j'ai fait le plus court possible pour voilà, laisser de l'échange. Après, si besoin, je peux vous représenter deux, trois choses si nécessaire. Et juste un dernier point important sur un petit peu la dynamique de développement où on est, et ça sera ma dernière diapositive. Euh, En France, là, en 2022, on avait, je vous dis, 1700 environ installations de méthanisation en fonctionnement. Ces installations, donc, c'est majoritairement un parc en cogénération. Donc, vous savez ce que c'est. Et minoritairement, donc, un parc en injection. Vous voyez, 514 unités contre 994.
Je vous ai volontairement pas parlé des 197 installations qui restent, c'est-à-dire la torchère, parce que c'est une génération qui aujourd'hui n'existe plus, c'est des très vieilles unités. Et justement, j'ai commencé à aborder ce concept, c'est-à-dire que la cogénération, c'est un peu une version 1 de la méthanisation. C'est des unités qui sont apparues en 2000, à partir de 2004 en France, 2007 en Pays de la Loire, 2008 en Bretagne, et qui voilà, se sont développées entre les années 2010 et 2017, on va dire, 2017-2018, qui ont servi à produire de l'électricité. Sauf que pour des raisons de bilan énergétique, mais aussi pour des raisons que la méthanisation est aujourd'hui la seule voie de valorisation performante et renouvelable pour produire, pour substituer, se passer du gaz fossile et pour pouvoir continuer à produire du méthane. Donc les pouvoirs publics s'orientent vers ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup de promotion autour de la méthanisation vers l'injection, ce qui fait qu'aujourd'hui, 9 unités sur 10, voire plus, qui se met en service, en projet, sont des unités en injection, à peu près dans les mêmes proportions aussi au niveau de la mise en service. C'est-à-dire que, je vous dis, là, au 1er janvier 2023, on avait 514 unités de méthanisation en fonctionnement en France. Je regardais hier, on en a aujourd'hui 550, 4 mois après. Et il y a 3 ans, on en avait peut-être 200. La première unité de méthanisation en injection, elle date de 2014. Pour vous donner ça. Donc voilà, retenez que aujourd'hui, la méthanisation s'oriente vraiment sur l'injection et la cogénération voilà, va probablement se stabiliser. Et peut-être pour finir sur ce chiffre, aujourd'hui, on produit environ 2% du gaz que l'on consomme par la méthanisation. Donc, je vous dis, les 500 unités de méthanisation, elles fournissent 2% de l'ensemble du gaz que l'on consomme et que l'on achète du coup, qui est du coup une énergie fossile, du coup, donc on en achète à la Norvège, historiquement à la Russie, aux États-Unis, enfin bref, aux Émirats arabes unis, etc. Et d'ici 2028, on est censé être à 10% et semble-t-il, on va atteindre ces objectifs, même peut-être même un peu avant. En Pays de la Loire, la région auquel je vous parle, on est déjà à 3,5%, on sera à 5% l'année prochaine environ. Là où on est à probablement moins d'1% de l'électricité fournie pour l'ensemble de la France, on est à moins d'1% en cogénération par rapport à l'ensemble de l'électricité consommée, étant donné qu'on est très électronucléaire dépendant en France. Voilà, j'en ai terminé pour cette présentation. Je vous ai mis différentes ressources ici. Alors, il y a un guide de l'insertion paysagère ici, que ça vous intéresserait, qui a été fait dans le 77. Il est plutôt pas mal fait. Il reprend l'argumentation. Voilà, ça, je vous laisserai le consulter. On a fait différents webinaires de vulgarisation qui ont été construits à destination des services de l'État, mais aussi et surtout à destination des élus, qui sont accessibles sans compétences agronomiques et sans compétences énergétiques, des webinaires d'une heure sur 4 thématiques. Alors c'est vrai que je vous ai mis un peu les liens bruts comme ça, mais il y en a un sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique, un sur le bilan gaz à effet de serre de la méthanisation, un sur les digestats, et un sur c'est quoi la méta, un petit peu plus développé que je vous ai fait là. Le webinaire, lui, dure un peu plus, il dure 1 heure et demie. Je vous ai mis également des ressources pour des porteurs de projets, vraiment, voilà, un peu, c'est quoi opérationnellement le projet. Et je vous ai mis également des ressources pour un petit peu, voilà, si vous voulez creuser le sujet en vulgarisation un petit peu, je vous invite vraiment à consulter le site que d'ailleurs je n'ai pas mis là, c'est pas bien, le site MetaFrance. Je vous le remettrai après dans le support que je vous enverrai. Et le site Infometa qui sont vraiment destinés à de l'acculturation sur les unités de méthanisation. Voilà, j'ai essayé de faire le plus court possible. J'ai tenu 20 minutes, je vais tenir un quart d'heure, mais je vous propose maintenant de passer à la phase d'échange pour voilà, être plus proche de vos besoins si vous le souhaitez. Et encore une fois, j'aurai peut-être pas la réponse à tout, mais je m'engage dans la mesure du possible à revenir vers vous, on notera les questions avec Anne-Charlotte. Et si jamais on n'a pas la réponse, Anne-Charlotte ou moi, on reviendra vers vous dans un second temps avec une réponse écrite sur vos questions si besoin. Très bien, merci beaucoup Hugo pour cette présentation très efficace et très, très claire. Effectivement, donc on comprend un petit peu mieux, enfin en tout cas pour ma part, le fonctionnement. Je voulais savoir si, alors j'ai cru comprendre que actuellement il y avait plutôt des limites au développement de ce type d'unité. Et quelles sont les raisons, quelles sont les contraintes aussi inhérentes à l'installation de ce type d'unité de méthanisation? Sans doute la proximité d'un réseau. Alors,
Des contraintes, effectivement, il y en a. Alors, la première contrainte, mais elle est évidemment normale. Donc, effectivement, je n'ai pas parlé de prix. Retenez qu'une unité de méthanisation, elle est moyenne, on va dire ça, c'est 10, 15 000 tonnes de matière brute valorisée par an, donc 30, 45 tonnes par jour. Bon, si on raisonne en jour, comme je vous le disais, c'est alimentaire en continu. Et ça vaut 5 millions d'euros, à peu près. Donc, c'est des projets qui sont onéreux, qui ont des rentabilités après derrière, mais qui sont parfois aussi compliqués à trouver. Donc, le premier point, c'est effectivement cet argent-là. Un projet, comme tous les projets, c'est des projets qui sont financés par du coup des emprunts bancaires et les banques, elles prêtent pas des millions d'euros sans garantie. Donc, généralement, il faut à peu près 25% de fonds propres, quasi fonds propres avant d'investir. C'est-à-dire qu'en gros, il faut poser 1,5 million sur la table. Donc évidemment, déjà, c'est une première contrainte au développement, c'est que c'est comme c'est onéreux, il faut aussi, et la phase vraiment de la constitution du pool bancaire est assez longue, et voilà, elle est aussi un peu limitante et un frein aussi de ce développement, mais c'est de fait parce que c'est un process onéreux. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et c'est tout à fait normal, ce sont des exigences réglementaires. Il y a donc la méthanisation, c'est une installation classée pour l'environnement, une ICPE, et effectivement, pour la protection des populations, il y a des différentes contraintes qui sont inhérentes à ce genre de projet, des contraintes qui imposent forcément des investissements supplémentaires et après des charges opérationnelles supplémentaires. Mais c'est vrai qu'il y a eu un accident qui est très voilà, il y a eu un accident en août 2020 qui a conduit à une fuite de digestat dans un cours d'eau qui était en amont d'une zone de captage et qui a privé le Sud Finistère, 176 000 personnes privées d'eau potable pendant 3 jours à cause d'une méthanisation, ce qui est complètement inadmissible, évidemment est complètement nuisible à la filière. Donc, à la suite de cet accident, donc il y a eu de grosses évolutions qui sont arrivées et qui donc ont induit des coûts supplémentaires qui ont été inhérentes en même temps, ce que je vous disais, avec l'inflation et avec ces coûts supplémentaires qui sont élevés. Donc ça, c'est les deux premiers points. Le troisième point aujourd'hui, un des freins, c'est que vous le savez aussi probablement, c'est que il y a un contexte, enfin, on a besoin d'énergie renouvelable, on le sait, tout le monde le sait, mais on a un changement de paradigme, nous, population civile, à avoir, c'est-à-dire qu'avant, l'énergie, on la voyait pas. Elle était produite là-bas en Arabie Saoudite, là-bas en Russie, là-bas ou je ne sais où et ou très centralisée par notre parc électronucléaire. Et aujourd'hui, on change de paradigme, c'est-à-dire qu'on doit démultiplier nos sources d'énergie et les produire localement. Donc, les énergies renouvelables aujourd'hui cristallisent beaucoup de tensions, effectivement, pour diverses raisons, justifiées ou pas parfois. Et il y a un contexte assez délétère autour de ces unités de méthanisation, notamment, mais autour des énergies renouvelables aussi. Et il y a une vraie judiciarisation des conflits autour de ces projets de méthanisation, notamment. Donc voilà, avec des recours, etc. Et pour les porteurs de projets, c'est extrêmement lourd, évidemment, à porter. Donc c'est un troisième point qui aussi explique un petit peu ces contraintes qui peuvent être liées aussi à ces développements de projets. Et puis, voilà, je pourrais en citer d'autres, mais le prix, c'est déjà le principal. Enfin, c'est vraiment quelque chose d'important. Et la judiciarisation des conflits aussi, c'est quelque chose qui a ralenti aussi la filière. Et le prix induit sur la rentabilité. Et effectivement, là maintenant, ces évolutions, la filière a obtenu gain de cause et il y a eu des évolutions très récentes là-dessus. Mais effectivement, il y a eu une période où l'équilibre technico-économique était difficile, voire impossible à trouver. Je vois que David a une question, je propose qu'il la pose. Oui, effectivement, une question concernant, enfin deux questions en l'occurrence, concernant, dans un premier temps, en cas d'injection, vous parliez d'une dissociation entre le gaz méthane et puis le CO2. Qu'est-ce que devient le CO2? Est-ce qu'il est Alors, rejeté dans la nature? Alors oui, tout à fait. Alors, mais là, il faut que je prenne un petit temps pour vous expliquer un petit peu. Je ne sais pas si vous êtes toutes et tous familiers avec le cycle du carbone. Alors, le CO2, pour finir et répondre à votre question avant de parler du bilan
carbone, le CO2, en cas d'injection comme en cas de cogénération, est rejeté vers l'atmosphère. C'est-à-dire qu'en cogénération, il est brûlé, je vous ai dit, ça, pour faire tourner un moteur. Et donc, processus de combustion, ça produit du CO2 et de l'H2O, de l'eau. Et en injection, le processus est le même, parce qu'à la fin, chez vous, vous allez le brûler, et donc ça va rejeter du CO2 à la fin aussi. Et donc le CO2 qui est produit sur site, donc je vous le disais, qui est 30 à 50%, soit en cogénération, comme il est brûlé sur site, il traverse comme ça et il va être rejeté, soit en épuration, quand on ne garde que le méthane, il est aussi rejeté vers l'atmosphère via un flux de CO2. Donc, première réflexion, on se dit, oh là là, mais on rejette du CO2, la méthanisation pollue. Rappelons-nous encore une fois le cycle du carbone. Alors, le cycle du carbone, le problème du CO2 aujourd'hui par les énergies fossiles, c'est qu'on va remettre du CO2 dans l'atmosphère qui était stocké depuis des millions d'années, enfin des cycles longs du carbone. Le CO2 en lui-même n'est pas un problème dans le sens des gaz à effet de serre, et c'est ça qui nous permet justement de garder une température vivable sur Terre, le CO2 et les autres gaz à effet de serre. Donc, la photosynthèse, quand une plante grandit, une plante, peu importe, elle grandit et elle va capter du CO2, rejeter de l'oxygène notamment, et en captant ce CO2, elle va le stocker, c'est ça qui va permettre de grandir, que la plante grandisse. Cette plante, lorsqu'elle se dégrade au champ, elle va donc mourir à un moment et en se dégradant, donc elle va aussi rejeter ce CO2. Et c'est bien ça, ces cycles courts de ce carbone, c'est que hop, on capte le carbone, hop, la plante meurt et elle rejette. Même chose, un cycle court du carbone peut être appliqué à un arbre. Lorsqu'on brûle une bûche de bois, on va évidemment rejeter du CO2 aussi, mais le bois également, cycle court, hop, en grandissant, le bois a capté du CO2 dans l'atmosphère et il le restitue après, derrière, dans l'atmosphère, lorsqu'il est brûlé ou lorsqu'il se décompose dans un bois ou dans une forêt classiquement. À l'inverse, là où lorsque l'on capte du charbon, du pétrole, du gaz naturel ou d'autres sources d'énergie fossile, c'est les trois principales, on va rajouter du CO2 là où il y a du coup, un cycle qui est déjà existant, mais en fait on rajoute du CO2 à un cycle qui est déjà existant et donc qui n'est plus capable de l'absorber parce que c'est du carbone qui a été stocké il y a 5, 10, 20, 100 millions d'années selon les gisements. Et donc, lorsque l'on rejette, donc pour répondre à votre question, le CO2 est rejeté, mais à ne pas confondre le CO2 qu'on appelle du CO2 biogénique des cycles courts, qui est considéré par le GIEC comme émissif à zéro, là avec du CO2 d'origine fossile, donc des cycles longs de carbone, qui est considéré par le GIEC comme un émissif à une unité. Est-ce que, Monsieur Borgo-Bello, cela répond à votre question? Parfaitement. Il y a un Et bon CO2, il y a sachez, un mauvais CO2. alors non, alors faut pas dire comme ça parce qu'une molécule de CO2, c'est une molécule de CO2. Si vous prenez, enfin imaginons qu'on pourrait faire l'exercice de penser, de prendre une molécule de CO2 là et de la regarder, je suis incapable de vous dire si elle a été rejetée par votre voiture qui est venue ce matin, enfin par ma voiture qui est venue ce matin à mon travail, ou par une plante qui vient de mourir à 300 mètres d'ici. Une molécule de CO2 est une molécule de CO2. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est justement cette charge additionnelle de carbone qui, dans 10, 20, 30 millions d'années, va complètement se résoudre. Ça va arriver à son stade et ça va s'équilibrer, mais à une échelle de temps qui est la nôtre, c'est-à-dire des échelles de temps courtes, 1000 ans, 2000 ans, 100 ans, 10 ans, tout ça, c'est très court, évidemment, à l'échelle de la Terre. Et c'est bien là le problème, c'est qu'en fait, il y a trop d'effets de serre et malheureusement, l'environnement n'est plus capable de l'accueillir. Et ça, pour bien terminer là-dessus dans cet exercice de pensée, il faut bien penser que ce qui réchauffe la Terre, c'est pas les rayons du Soleil, c'est les rayons de la Terre qui reflètent les rayons du Soleil. Et en fait, les molécules de gaz à effet de serre, c'est un peu comme un toit. Donc, hop, le rayon du Soleil arrive, hop, ça chauffe 3 fois rien, c'est renvoyé par la Terre, ça va vers soit il n'y a pas de gaz à effet de serre, donc hop, le rayon il va directement vers l'espace et ça n'a rien chauffé, soit il rebondit sur une molécule de CO2 par exemple, et hop, là il va réchauffer la Terre, et hop, ça réchauffe. Et tant que ça réchauffe, ça. Et donc le problème, c'est que comme on rajoute des molécules de gaz à effet de serre, et ben hop, on rajoute le toit, donc ça réchauffe. Et c'est bien là le problème. Une deuxième question donc concernant la différence qu'on peut faire entre je vais dire, les méthaniseurs portés par des agriculteurs
qui valorisent les déchets de leur fabrication, et puis les méthaniseurs portés par l'industrie agroalimentaire qui valorisent aussi les déchets de leur fabrication. En droit des sols, en urbanisme, on fait le distinguo entre les zones A, dans les PLU, hein, pardon, dans les documents de droit des sols, les zones A agricoles, où a priori seuls les agriculteurs peuvent s'installer, des zones autres, U ou AU, dans lesquelles des industriels pourraient s'installer. Euh, L'ambiguïté, c'est qu'on voit des agriculteurs qui se marient avec des agro-industriels pour que les intrants, enfin, je sais pas comment on dit, vous avez dit tout à l'heure que la matière qui rentre dans le cycle provienne à la fois de l'agriculture et à la fois de l'industrie agroalimentaire. Et auquel cas, j'ai entendu dire que la limite pour les agriculteurs était de 50%. Est-ce que... C'est tout à fait le est-ce- cas. Ouais, d'accord. Alors, une unité de méthanisation, donc là, c'est le code rural, est considérée comme agricole, donc sous-entendu peut se développer en zone A, enfin être construite en zone A, à condition qu'elle ait plus de 50% d'intrants agricoles en tonnage annuel et qu'elle soit détenue à plus de 50% par des capitaux agricoles. Si ces conditions sont respectée, alors elle peut être construite en zone A. Sinon, effectivement, elle va se diriger vers d'autres zones que vous connaissez probablement mieux que moi. Et peut-être, comme la première partie de votre question, c'est quelle différence on peut faire aussi via ces unités, vous savez, la colonne de gauche et la colonne de droite, c'est aussi l'entrée. C'est pour ça aussi qu'on les sépare. La colonne de gauche, donc les unités agricoles, c'est une production d'énergie qui va aussi servir à une production de déchets. La colonne de droite, c'est une autre entrée, c'est plus une, une valorisation de déchets qui va servir à une production d'énergie dans un deuxième temps. C'est un petit peu pour ça aussi qu'on les différencie. Ça n'a rien à voir avec le code de l'urbanisme, mais aussi dans le schéma de pensée. Très bien, c'est très clair. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres questions? Enfin, pour ma part, oui, je vois Lionel, tu as une question. Je te laisse la poser. Oui, bonjour. Merci. Je suis Bonjour. arrivé un petit peu en retard, mais j'ai quand même vu. Je vous prie de m'en excuser. Moi, j'avais une question. C'est au niveau de des politiques européennes, parce qu'il y a quand même. Vous parliez d'un accident qui est arrivé en Bretagne. C'est à Châteaulin, je crois, hein. Tout à fait. Ouais, c'est l'Aulne, et c'est de l'ammoniac qui a été déversé dans l'Aulne, je crois. Alors, c'est pas de Euh, l'ammoniac, c'est du digestat, c'est la matière organique ouais. Ouais, résiduelle, enfin, effectivement. c'est vrai qu'après, dans la presse, non, je connais bien le Sud-Finistère, donc j'avais vu passer l'information sur cet accident. Et en fait, ça a quand même pas mal de répercussions dans le conscient, hein, pas dans l'inconscient, dans le conscient collectif. Et en fait, quand on voit par exemple les Allemands, d'après ce que j'ai pu avoir moi comme information je ne suis pas le sujet de très près, hein, mais c'est que en Allemagne, ils sont en train de freiner énormément le développement de, de ce procédé, euh, notamment parce que ça aurait entraîné une forte spéculation, en fin de compte, du fait du subventionnement, etc., des terrains agricoles. Et puis, et l'autre chose, c'est que au niveau de ce qu'on appelle la biomasse, je crois, c'est-à-dire c'est l'alimentation, en fin de compte, de ce système, la production locale, en fait, n'est pas suffisante et ils sont obligés d'importer. Ils ont été obligés d'importer, je crois que c'est de Pologne ou pas d'autres régions, d'autres pays, de quoi produire, en fait, cette méthanisation. Et je suis pas allé voir du tout, mais peut-être que vous pouvez nous donner une petite Tout à information fait. là-dessus. C'est au niveau d'une politique, des politiques européennes, comment que ça se gère, ça? Comment on fait? Quelle est la position un peu, Alors, on pourrait en la parler position pendant. européenne on- concernant ce qui, non, ce qui en fait est très décrié, hein. Enfin, moi, je prends des informations, donc c'est bien, je suis très intéressé par votre exposé. C'est c'est en fait un procédé qui est, enfin,
il y a beaucoup d'écologistes notamment qui le classent pas dans les énergies vertes, quoi. Enfin, donc, voilà, en termes de politique européenne, vous avez des infos là-dessus? Alors oui, on pourrait en parler, je ne sais pas si vous avez jusqu'à 17 heures, on pourra en parler jusqu'à là. Non, non, enfin, Alors, déjà, alors, plusieurs réponses là-dessus, rapides. Avant de comparer le modèle français et le modèle allemand, qui sera la principale le contenu de ma réponse, au niveau de la politique européenne, il y avait, pré-guerre en Ukraine, un objectif de 10% de gaz issu de la méthanisation dans le mix énergétique, pardon, dans le mix gazier à 2030. On devra avoir au niveau européen, pré-guerre en Ukraine, 10% de gaz issu de la méthanisation dans le mix gazier européen, donc de sources renouvelables. Et post-guerre en Ukraine, c'est passé à 20%. Donc en 2030, donc au niveau de la politique européenne, les objectifs ont doublé pour des questions d'autonomie et d'indépendance énergétique, de souveraineté énergétique qu'aujourd'hui le grand public maîtrise. Donc ça, c'est un premier point. Donc, soutien de la politique européenne. Vous dites qu'il y a beaucoup d'écologistes qui décrient la méthanisation. Je partage. Il y en a largement une majorité qui sont en faveur, heureusement d'ailleurs. À ne pas confondre effectivement le modèle allemand et le modèle français. Alors, c'est effectivement, quand on n'est pas dedans, on se dit, oulala, attention, le modèle français ne peut être comparé avec le modèle allemand. Si on prend l'historique du modèle allemand, l'Allemagne voilà, a décidé de se passer de son énergie nucléaire et donc a développé, et c'est parfaitement louable, à marche forcée les énergies renouvelables et aussi à gazéifier, voilà, est très dépendante aujourd'hui du gaz parce que bah, elle a beaucoup plus gazéifié que la France. Ça a eu pour conséquence qu'effectivement, c'est une des pour le sujet qui nous intéresse, la méthanisation, c'est une des précurseurs de la méthanisation mondiale et en Europe en l'occurrence, ce qui fait qu'ils ont allé 15 ans d'avance sur nous, environ l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, c'est effectivement basé sur un modèle qui est tout autre que le nôtre, c'est-à-dire qu'elle s'est basée sur la valorisation d'intrants issus de cultures principales, donc issus dans le plan de culture alimentaire, pour pouvoir approvisionner un méthaniseur. C'est un choix. Et en l'occurrence, c'est évidemment c'est la distorsion de concurrence. C'est-à-dire que on va privilégier, enfin, pas qu'on privilégie, mais c'est qu'on dit, on va détourner évidemment des parcelles alimentaires au profit d'un usage énergétique. Là, n'est pas la question bien ou pas bien, mais en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait. Et en l'occurrence, ils l'ont fait effectivement à marche forcée, dans la mesure où entre 2004 et 2012, l'énergie était même rachetée plus cher pour les unités de méthanisation qui valorisaient plus d'intrants issus de cultures alimentaires versus des déchets comme les fumiers, les lisiers, etc. Ils en sont effectivement revenus, et c'est le lien avec votre question, et je partage votre analyse, et ils en sont revenus pour différentes raisons. C'est qu'en 2019, il y avait 7% de la surface agricole utile allemande qui était dédiée à la méthanisation, dédiée à la production d'énergie. Et effectivement, il y a eu différentes conséquences. Ils ont retourné des prairies pour mettre du maïs. Alors, vous n'avez peut-être pas de notion de préservation des sols, mais c'est probablement la pire chose à faire. Voilà, pour un petit peu là-dessus. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a beaucoup d'écologistes qui ont décrié et qui continuent de décrier le modèle allemand pour cette raison-là, parce que 7% de la surface est énorme et, euh, et justement avec l'appauvrissement des sols derrière. Donc, forte de cette expérience, la France s'est dit, moi, ce modèle-là, j'en veux pas. Et pour le coup, je partais. Alors, je suis pas toujours en phase avec toutes les politiques qu'il y a dans la méthanisation, mais en l'occurrence, celle-là, on la défend corps et âme. Ce qui fait que la méthanisation en France, elle a posé le garde-fou suivant, c'est-à-dire, elle a dit, nous, la méthanisation en France, on veut qu'elle se base sur les effluents d'élevage, sur les biodéchets, donc complètement voilà, les déchets de notre fin d'assiette, hein, et sur les cultures intermédiaires à vocation énergétique. Et elle ne veut pas que les cultures alimentaires soient la ration principale des unités de méthanisation, raison pour laquelle elle a posé le garde-fou de 15%, c'est-à-dire qu'une unité de méthanisation en Allemagne peut fonctionner avec 100% de culture alimentaire dans son méthaniseur. En France, c'est 15% maximum. 15% du tonnage en trop. Je vous le disais tout à l'heure, une unité de méthanisation, allez, 10 000 tonnes, et ben 15% maximum, 1500 tonnes par an. Et à noter qu'il y a eu une étude en France de France Agrimaire, je pourrais vous la mettre, qui a déterminé qu'en France, c'était environ 5% de la ration des méthaniseurs qui étaient réellement des cultures principales, 5 versus 15% de la réglementation. Et alors, je ne connais pas toutes les régions, je ne sais pas d'où vous êtes originaire.
En Bretagne et en Pays de la Loire, on a la chance d'être équipé notamment par les directions régionales, les DREAL, de bilan de fonctionnement à N+1. Donc, c'est-à-dire que là, actuellement, les méthaniseurs remplissent ce qu'ils ont valorisé en 2022 et ça produit un bilan. Et donc, je suis en mesure de communiquer des chiffres fiables et consolidés. En Pays de la Loire, c'est environ 2% de la ration et en Bretagne, c'est environ 3-3,5% de la ration, encore une fois, versus les 15% réglementaires. Et pourquoi? Et ça, c'est vraiment de la politique publique. Et ça, pour conséquence, ce qui fait que au lieu d'avoir 7% de la surface agricole utile de dédiée à la méthanisation, comme en Allemagne, par exemple, on a 0,00 quelque chose en France et ça va forcément augmenter parce que le nombre d'unités de méthanisation va augmenter, mais ça restera toujours relativement limité. En Pays de la Loire, je peux vous donner des chiffres, c'est 2000 hectares de maïs sur de cultures dédiées à la méthanisation sur environ 2,25 millions d'hectares de SAU en Pays de la Loire, par exemple. Donc, peu importe l'avis là-dessus, il n'y a aucun jugement de valeur. Il y en a qui disent que c'est que dalle, donc laissez-nous tranquilles. Il y en a qui disent que c'est 2000 hectares de trop. Il y en a qui disent que l'impact est mesuré, mais quid demain du développement de la méthanisation? Peu importe l'avis, mais en tout cas, voilà, factuellement, il y a des garde-fous qui sont réglementaires et croyez-moi, il y a des garde-fous qui sont sociétaux parce que on disait tout à l'heure, et c'est aussi le lien de votre question, on se dit, putain, on a tellement de déchets, c'est un non-sens de produire de ces déchets, de produire de nouveaux déchets pour des usages énergétiques. Alors, vous avez raison sur le système de pensée. Maintenant, il faut aussi, je vous en parlerai très rapidement à la fin de ce propos. Mais il y a aussi beaucoup de projets qui sont décriés là-dessus. Donc, les porteurs de projets aussi cherchent à réduire aussi cette part de culture principale. Maintenant aussi, il faut aussi voir que, je vous disais, pour des raisons de financement, dit financement, dit capacité de production énergétique. Et s'ils valorisent justement ces cultures principales, en l'occurrence, c'est du maïs en silage. Et c'est parce qu'il y a une grande capacité de production énergétique de cette culture. Et juste pour terminer ce propos, effectivement, là où les opposants peuvent, voilà, encore une fois, vous pouvez décrier ça, peu importe, moi, j'ai pas de jugement de valeur à apporter là-dessus. Loin de là, juste factuellement, l'argument de dire que l'agriculture doit seulement avoir une vocation alimentaire n'est pas valable dans la mesure, et là, ce n'est pas moi, Hugo Kech, petit chargé d'études de l'association, elle, qui le dit, je fais référence à tous les scénarios de la transition énergétique, la stratégie nationale bas carbone appliquée par le scénario Négawatt de l'association Négawatt, des 4 scénarios de l'Agence de la transition énergétique, l'ADEME, du scénario RTO de gestionnaire du réseau électrique, du scénario GRT gaz de gestionnaire du réseau gazier, et tout cela, si l'agriculture joue uniquement un rôle alimentaire, on n'y arrivera pas. Il faut que l'agriculture joue un rôle dans la production de biomatériaux. Vous le connaissez mieux que moi, avec par exemple le chanvre, mais aussi le coton, le lin, le bois aussi, donc la sylviculture et l'entretien des haies. Il faut aussi que l'agriculture joue un rôle dans l'énergie, et elle joue déjà un rôle prépondérant dans l'énergie. Les colzas, c'est les plantes qui sont jaunes actuellement dans les champs. Ces colzas, aujourd'hui, il y a 1,5 million d'hectares en France sur un peu plus de 28 millions d'hectares de SAU en France. Donc, allez, 4% de la SAU. Il y a 70% de ces colzas qui sont aujourd'hui dédiés à la filière, enfin, à la filière diester, biocarburant. Donc, c'est les E quelque chose, les E5, les E10, là, vous voyez. Donc, et ça correspond à déjà 3 ou 3,5% de la surface euh, non alimentaire, énergétique en l'occurrence, qui est fournie par l'agriculture. L'agriculture, il faut qu'elle joue un rôle aussi dans la substitution des plastiques, etc. Bon, voilà, j'ai fait une réponse un peu longue là-dessus. Encore une fois, je pourrais vous mettre alors, les bilans de réel que je vous disais pour que vous ayez un petit peu une idée de la ration de vos méthaniseurs. Ils sont réalisés en Bretagne, en Pays de la Loire, en Île-de-France, en Auvergne-Rhône-Alpes et en Nouvelle-Aquitaine. Et d'ici 3-4 ans, ils vont être obligés de le faire dans toutes les régions. Très bien, merci. C'est assez clair et complet. Moi, je voudrais juste peut-être pour finir, sauf s'il y a d'autres questions, mais revenir sur l'aspect réglementaire. Mhm. Quelles sont les autorisations nécessaires donc à la réalisation de ces unités? Pour quelle durée? Est-ce qu'il y a une durée ou est-ce que c'est, on va dire, infini? Et quelles sont éventuellement les conditions de démantèlement? On retrouve des conditions de démantèlement dans l'éolien. Est-ce qu'il en existe sur les unités de méthanisation? Alors, sur le cadre réglementaire, donc on va dire, il y en a
Alors, il y a beaucoup, on a la croisée des mondes dans pas mal de codes, mais on va dire il y a trois principales autorisations réglementaires à avoir au début. Un permis de construire, évidemment, vous le maîtrisez mieux que moi. Un dossier ICPE, d'installation classée pour l'environnement, et un plan d'épandage, c'est-à-dire où vont les digestats, donc les matières organiques non dégradées, et après ils vont les épandre, et il y a une traçabilité et vérifier que la capacité d'accueil du sol soit suffisante pour accueillir ça. En plus de ça, pour les unités qui reçoivent des unités, des éléments d'origine animale, donc par exemple des fumiers, des lisiers, il y a un agrément sanitaire à avoir pour toute la gestion, c'est la HACCP, toute la gestion du risque sanitaire. Et en plus de ça, il y a plein d'autres réglementations qui gravitent autour, liées au code de l'énergie, liées parfois à la loi sur l'eau aussi, ou aux réglementations locales, la directive nitrate par exemple. Donc voilà pour le cadre réglementaire. Je ne sais pas si ça répond tout ou partie à votre question, mais ça, c'est les dossiers principaux et tout ça se fait, c'est concomitant avec le dossier du permis de construire. Au sujet Pardon, du... excusez-moi, je vous coupe parce que c'est Non, sur non, la je vous en question prie. réglementaire. C'est vrai que c'est important quand vous parlez de PCI là, mais il y a quand même un tonnage, il me semble, non? C'est-à-dire Tout à que fait. c'est pas du tout la même chose. Je sais plus en dessous de combien de tonnes en termes d'autorisation et d'enquête publique, Tout à d'ailleurs. fait. Ce qui d'ailleurs aussi pose une question. Une question sur comment la formation et des exploitants, en fait. Alors, je ne sais plus quel est exactement le tonnage, mais je crois qu'en dessous d'un certain tonnage, en fait, on n'est plus on n'est pas soumis à enquête publique. C'est ce qui pose problème d'ailleurs hein, dans les... Enfin, il y a des opposants, hein, j'en fais pas partie, hein, c'est pas ça du tout. Je pose les questions justement parce que c'est comment on peut résoudre en fait ces questions sociétales hein, qui se posent concernant cette réglementation. Alors effectivement, donc ça, on parle ici donc de la réglementation ICPE, des installations classées pour l'environnement. Effectivement, Lionel, vous avez raison de le souligner. Alors, il y a trois seuils ICPE, donc déclaration, enregistrement, autorisation, et effectivement qui imposent voilà, des choses différentes. Alors, la réglementation est assez similaire dans l'application, dans l'opérationnalité. Voilà, il y a des choses évidemment un petit supplémentaires dans les enregistrements et supplémentaires dans les autorisations, mais vraiment le socle commun est le même. Mais effectivement, dans la phase de dépôt, il y a donc l'enregistrement et l'autorisation qui sont supplémentaires. Il y a des consultations du public ou des merde, je viens de perdre la terminologie. Anne-Charlotte, vous pouvez peut-être m'aider là-dessus. Consultation ou bref, peu importe. Donc effectivement, il y a une consultation là où le dossier de déclaration, c'est enfin, il y a entre guillemets pas d'instruction et donc pas de consultation du public. Ces seuils, alors il y a deux éléments qui rentrent en compte. Il y a le type d'intrant et effectivement le tonnage journalier. Pour tous les intrants qui sont considérés comme non à risque, typiquement les végétaux, même les fumiers, les lisiers, etc. Donc, le seuil de déclaration, c'est 30 tonnes par jour. Le seuil d'enregistrement, c'est entre 30 et 100 tonnes par jour. Et le seuil d'autorisation, c'est au-dessus de 100 tonnes par jour. Si jamais il y a des intrants à risque, même en toute petite quantité, à partir d'une tonne de, par exemple, intrants à risque, c'est par exemple des biodéchets à risque sous-entendu sanitaire. Là, il n'y a pas de seuil de déclaration et on passe directement en enregistrement. C'est-à-dire qu'entre 0 et 100 tonnes, là, on est en enregistrement et au-dessus de 100 tonnes, on est en autorisation. Et c'est du coup consultation du public et enquête publique. Je vais retrouver. Et là où effectivement, c'est ce qu'on appelle un petit peu la concertation territoriale, qui, vous avez raison de souligner, Lionel, n'est pas obligatoire pour les petits projets, c'est-à-dire les moins de 30 tonnes. Et alors, Après, plus de... c'est pas parce que c'est pas obligatoire que c'est pas fortement conseillé quand même pour Tout à fait. l'acceptabilité du territoire. En général, on voit bien que les projets qui ont vraiment du mal à aboutir, en fait, les exploitants se disent c'est mon petit projet sur mon exploitation, je n'en parle pas. Et c'est là où en fait on peut avoir des associations, des collectifs qui se montent Je à cette partage, occasion. je partage complètement l'analyse de Anne-Charlotte, c'est-à-dire, et pour voilà, insister là-dessus, aujourd'hui, avoir un projet et le faire tout seul dans son coin,
enfin, c'est plus réaliste. Déjà, ça ne l'était pas avant, mais ça l'est d'autant plus aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des subventions notamment qui existent par l'Agence de la transition énergétique, l'ADEME, qui permettent justement de payer jusqu'à 70% du prix total d'un accompagnement à la concertation territoriale, etc. Parce que bah voilà, c'est un métier de concerter, c'est un métier de communiquer autour de son projet. Et déjà, la définition de communiquer et concerter est radicalement différente. Et donc aujourd'hui, les agriculteurs se font accompagner, en l'occurrence en Pays de la Loire, nous, notre organisme, on les conseille là-dessus et on met en réseau vers les agences de concertation spécialisées. Voilà, ça va de choses simples, ça va de faire des tracts pour présenter son projet, à un petit peu voilà organiser aussi son discours pour bien présenter, etc. Et pour se préparer à répondre aux questions. Ça va aussi, GRDF est très actif là-dessus pour faire visiter, montrer un petit peu, bah voilà, moi je suis pas trop une unité de méthanisation, c'est quoi les nuisances? Bah, tiens, viens voir sur site, on discute sur une unité de méthanisation, comme ça, voilà. Donc, je partage complètement votre analyse Lionel et aussi l'analyse de Anne-Charlotte. Bien que ça ne soit pas obligatoire, c'est essentiel de le faire le plus en amont possible. Et je vous dis pas qu'il n'y a pas quelques récalcitrants, mais dans la majorité des cas aujourd'hui, c'est largement bien compris, et notamment par l'accès aussi aux subventions publiques. Et alors, quid du démantèlement? Et pardon, et du démantèlement. Aujourd'hui, la filière, alors je vous ai dit, la période, c'est vrai que je ne vous en ai pas parlé, il y a donc des contrats de rachat de l'énergie qui sont passés avec l'État. En cogénération, ils sont de 20 ans. En injection, ils sont de 15 ans. Et on estime, ça vous savez mieux que moi, que des bétons, parce que tout est en béton, hein, sur site, les fosses sont en béton, il faut que ça soit étanche. Ça a une durée de vie aux alentours de 30 ans et c'est un petit peu l'expérience qu'on a aussi en Allemagne où justement les unités commencent à arriver à cet horizon de 30 ans. En France, la métal la plus vieille, je crois qu'elle a 15 ans, donc elle n'est pas du tout arrivée à son stade. Donc on manque cruellement aujourd'hui de retour d'expérience sur le démantèlement précis de ces unités de méthanisation, même en Allemagne. Et donc, à ma connaissance, la réglementation n'impose rien de particulier au démantèlement, si ce n'est les critères classiques de remise en forme du site, mais il n'y a pas d'opérationnalité derrière et pas d'engagement derrière au démantèlement à ma connaissance encore une fois, mais vraiment ça va se mettre en place voilà, dans 10 ans, 15 ans, quand voilà, les premiers démantèlements et les premières fins de vie d'unités de méthanisation vont arriver. Mais concrètement, sur site, ces deux fosses, bah voilà, tout, sinon il y a pas mal de modulaires, et sinon c'est des fosses béton. Donc, j'imagine que le parallèle, il est identique pour différents bétons qui peuvent être démantelés derrière. Mais ça, encore une fois, c'est pas mon cœur de métier. Et vous avez probablement plus d'informations que moi là-dessus même. Très bien. Bah, écoutez, merci. Ça fait une heure qu'on est sur ce sujet, intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on clôt la séance en remerciant nos intervenants? Oui, peut-être une petite question rapide. David Borgobello, hein, toujours. On a souvent des sujets sur la couleur des bâches pour le coup gonflables, pas gonflables, mais compris. Comment le dire? Il y a cette espèce d'a priori de penser que le vert se confond mieux dans la nature ou dans le paysage, si je puis dire. Est-ce que est-ce qu'il y a des différences de prix entre les couleurs de bâche? Alors, ça va faire partie des questions où je vais botter en touche et revenir vers vous dans un second temps. J'aurais tendance à dire que non, dans la mesure où la couleur n'a, à mon avis, aucun impact sur le prix final. C'est bien la qualité du matériel qui va importer et le nombre aussi de couches qu'il y a dans ces bâches-là. Maintenant, dans les couleurs de bâches en elles-mêmes, donc effectivement, il y a beaucoup de vert. Il y a aussi du gris et du gris-vert, on va dire, dans ce que j'ai vu. Maintenant, j'aurais tendance à dire que non, mais ça, il faudrait. Il y a un fournisseur de bâches voilà, qui a de grosses parts de marché en France. Il y en a trois, quatre qui sont sur le marché, mais un qui est vraiment prépondérant. Ça vaudrait le coup de se rapprocher de lui.
Est-ce que je peux vous demander de préciser le sens de votre question? Parce que vous dites que s'il y a un a priori, c'est que le vert, c'est pas l'optimal. Quelles seraient justement les différentes couleurs qui seraient intéressantes de développer d'un point de vue intégration paysagère? Bah, j'allais dire que tout dépend des couleurs dominantes euh, dans le site, évidemment. Quand on est installé sur une lisière de forêt, le fond est pas le même. Euh, et donc, bah, la couleur, elle doit être évidemment Ok. Et adaptée à ça, ça, quoi. sur d'autres projets, enfin, je veux dire, donc effectivement, ce que j'entends, c'est que ça dépend, ce qui est maintenant que vous le dites, évidemment logique. Est-ce que vous arrivez, vous dites, bah là, ici, ça serait plus tel type de verre, et donc après, est-ce que sur d'autres projets, ce type de verre se commande et c'est colorisé, et ce type de verre arrive? Est-ce que c'est des choses que vous faites sur d'autres projets? En général, enfin, sauf quand on est maître d'œuvre, hein, mais il n'y a pas beaucoup d'architectes maîtres d'œuvre de méthaniseurs, hein. En l'occurrence, c'est plus de la signature, allez, je vais dire de complaisance, pour le dire vite. Euh, la question, enfin, le réflexe du verre, c'est souvent des verres un peu électriques, un peu, enfin, qu'on ne trouve pas en Mhm. couleur dominante du tout dans la nature. Donc, j'allais dire, a priori, ces verres-là, on essaie de complètement les supprimer ou de pas les porter, quoi. On va plutôt vers des couleurs, j'allais dire, neutres. Enfin, bon, après, chacun pourra avoir un point de vue différent, mais oui, plutôt des gris sombres ou des choses comme ça. Ce que je vous propose, alors, Je pense que on a un... oui, pardon, je pense que d'une manière peut-être plus générale, la question posée, c'est de savoir si finalement il y a des industriels de l'installation d'unités de méthanisation et que par conséquent, il y aurait des espèces de d'installations un peu toutes faites, standards, qui s'imposent finalement aux porteurs de projets et qui empêchent, on va dire, des réflexions justement sur et les couleurs et le type d'installation. Et peut-être que ça nous permettrait, nous d'ailleurs, d'avoir une démarche auprès d'eux, pourquoi pas. Alors, en fait, les unités de méthanisation, effectivement, elles sont généralement vendues, entre guillemets, clé en main. On appelle ça des constructeurs d'unités de méthanisation, mais c'est un abus de langage. On devrait plutôt ça appeler des assembleurs, dans la mesure où c'est quelqu'un qui vend le package, et après, c'est cette entreprise qui fait le lien avec tout plein d'entreprises qui achètent, bah, qui font les fausses, qui achètent la bâche, qui achètent l'épurateur, etc., etc., etc. Donc, effectivement, peut-être que ça pourrait avoir une ouverture là-dessus s'il y a des choses à améliorer. Mais encore une fois, à mon avis, c'est plus avec le fournisseur de bâches même qu'il faudrait traiter sur l'offre de couleurs qu'il propose. Parce que, encore une fois, alors, c'est pas mon métier, c'est pas une réponse que je vous fais, mais instinctivement, ce que je vous ai dit tout à l'heure, je pense pas que c'est un impact de prix, à condition que cette couleur soit disponible et offerte par le, le fournisseur de bâches. Donc, au cas par cas, oui, l'unité de méthanisation, enfin, l'exploitant a la main mise sur les- l'ensemble, mais c'est bien avec le constructeur qui va dealer, etc. Mais encore une fois, s'il y a des choses qui sont imposées, c'est au constructeur de dealer et pour répondre à ces exigences-là. Mais encore faut-il qu'elles soient disponibles industriellement, bien sûr. Est-ce que ça répond à votre question? Oui, oui, très bien. Également. Bien. Ce que je vous Moi, propose, j'avais Lionel, c'est juste est-ce une... que la question est bien formulée? Est-ce que le prix de la bâche a-t-elle un impact sur le prix et quelle est du coup la palette? Enfin, est-ce que on pourrait imaginer n'importe quelle couleur de bâche, pas n'importe quelle, voilà, des couleurs naturelles, Oh, mais bah, en allant sur le site des fabricants, j'ai pu voir qu'effectivement la palette était large. Il y a simplement cet a priori ou ce réflexe de mettre des verres plutôt électriques. et, Et donc, au-delà de l'a priori de penser que ce qui est vert, c'est la couleur de la nature, ce qui est faux, je me demandais s'il y avait aussi une différence de prix. Voilà. bah écoutez, je vais revenir vers vous dans un second temps. Est-ce que du coup, par rapport à la conversation qu'on avait au début, est-ce que c'est quelque chose qui pourrait du coup vous être consulté, ça, en tant qu'architecte conseil de l'État, la couleur de la bâche? Bah, en général, on a un avis sur l'ensemble enfin, avec le paysagiste conseil, hein, sur l'ensemble des conditions d'intégration d'un projet. Enfin, je dis intégration, le mot est discuté, mais sur les conditions d'insertion, d'intégration, je sais pas comment le dire. Donc, on garde l'ensemble des éléments. Et comme la couleur des bâches est quand même, enfin, les bâches en général sont plutôt visibles, Mhm.
c'est un point, c'est souvent un point d'achoppement. Très bien. Lionel, peut-être pour une dernière Ouais, question avant j'ai une dernière question, mais bon, enfin, j'ai suivi un peu le dossier. Moi, je suis donc architecte conseil en Guadeloupe. Et Quelle chance. on a, oui, on a un gros problème aux Antilles, Martinique, Guadeloupe, ce sont les sargasses. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je sais que l'ADEME s'est penché sur la question, sur les algues. Et en fait, il y a eu enfin, des études, et je ne sais pas encore trop, enfin, comment elles ont abouti. Apparemment, ça a sans doute été écarté. C'était de traiter en fait par méthanisation ces algues qui s'échouent. Hein. Ce sont des algues qui s'échouent donc sur le littoral, qui développent après de l'hydrogène sulfuré, c'est ça. Enfin, ça sent très mauvais, c'est toxique. Et donc là, les collectivités et l'État est à la recherche en fait d'une valorisation, enfin, d'une filière de valorisation, de traitement de ces déchets. Et pour l'instant, on n'arrive pas à trouver. Il y a eu des sociétés qui se sont créées. Les dernières, moi, j'avais pu voir les derniers comptes rendus. Une société justement qui prévoyait une filière méthanisation, mais je crois que du fait de la salinité en fait de la sargasse, de l'algue en elle-même, c'était quelque chose qui n'était pas possible. Alors je ne sais pas si vous avez des informations là-dessus, Alors, sur la si ce sargasse, sujet. non, mais je peux faire le parallèle avec les algues vertes en Bretagne, qui, alors, c'est probablement faux, mais effectivement, je vous l'ai dit, tout ce qui n'est pas, voilà, tout ce qui n'est pas du bois peut être méthanisé. J'ai fait court là-dessus et il y a des petites subtilités, notamment effectivement sur la production de soufre en particulier. En fait, vous le savez probablement, le soufre est extrêmement corrosif, notamment pour le matériel et aussi a un effet inhibiteur pour, enfin, voilà, la vie n'aime pas bien le soufre d'une manière générale. Et, euh, et effectivement, on ne peut pas avoir trop d'intrants apporteurs de soufre dans une unité de méthanisation. En l'occurrence, en agriculture, c'est les crucifères, donc, genre de colza par exemple, qui peuvent être apportés. Et c'est aussi une des raisons pour laquelle on ne peut pas valoriser en grande masse les algues vertes en méthanisation en Bretagne, parce que justement elles sont trop émissifs de soufre et c'est trop corrosif pour le process. Enfin voilà, c'est trop corrosif pour le process et ça a des effets inhibiteurs justement sur la flore méthanogène. Donc peut-être que le parallèle et les contraintes sont les mêmes avec la sargasse, c'est que malheureusement pour justement ces d'émissions de soufre qui sont l'origine du problème sur les plages, ces intrants ne peuvent pas passer en méthanisation. C'est une hypothèse. Là, pour le coup, je ne sais pas à qui je pourrais creuser le sujet, hormis une recherche Internet que vous pouvez réaliser de votre côté. Mais peut-être que c'est un élément de justification sur le fait que la méthanisation ne peut pas répondre à cet enjeu-là, de la même manière qu'elle ne peut pas répondre aux enjeux de l'algue verte en Bretagne. Très bien. Parfait. S'il y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là. Bon, je pense qu'on pourrait y avoir de toute façon des échanges ultérieurs, hein, voire une deuxième séance, pourquoi pas. Euh, En tout cas, je tiens tout particulièrement à remercier Hugo et Anne-Charlotte vraiment pour l'organisation de cette séance. C'était vraiment très riche, très intéressant, très complet et didactique. Donc, merci beaucoup. Et puis, je pense que c'est l'heure de vous souhaiter un bon appétit à tous et à toutes. Et puis, encore une fois, je me permets, n'hésitez pas, donc je vais vous envoyer la présentation. Si vous Qu'on avez fera voilà, diffuser, ouais, qu'on des diffusera via cas, notre. je vais rajouter mes coordonnées dedans. Si vous êtes en Bretagne et en Pays de la Loire, j'aurai beaucoup plus de facilité à justifier mon temps passé sur vos problématiques. Mais c'est pas grave, voilà, on a aussi des activités au niveau national de consultation pour la filière. Donc, si vous avez un jour une problématique particulière sur le sujet de méthanisation, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Je le transférerai et voilà, on essaiera toujours de consacrer du temps pour répondre à vos problématiques. Voilà, donc bon, j'en dis pas plus, mais voilà, n'hésitez pas à garder mes coordonnées. Moi, je transférerai si besoin sur vos problématiques spécifiques à l'unité de méthanisation. Très bien, oui, nous, on transmettra
via notre secrétariat les présentations et les documents que vous pourrez nous faire passer sur ces sujets-là. Voilà. Merci encore et puis Bonne fin de journée à vous. Bon bonne fin de appétit. journée, à Merci très beaucoup, bientôt. Au merci à revoir. Merci, vous. merci beaucoup. Merci, au Merci revoir. bien, merci beaucoup Merci, au pour revoir. votre temps. Au revoir. Merci. Au revoir.